Bonjour, bienvenue sur le blog Acteur de votre vie dans la catégorie Destination Profit, puisque j'ai le privilège d'interviewer Olivier Roland, qui en connaît un rayon sur la question, je veux dire sur l'entrepreneuriat, sur le marketing, essentiellement du web. Et j'ai bien envie de savoir comment lui, en temps de crise, en temps de récession, parvient quand même à générer du profit et quels conseils il peut nous donner. Olivier, tu viens d'entendre l'introduction. Quelle est la première idée qui te vient à l'esprit? Comment on fait pour faire du profit en temps de crise? Alors c'est une bonne question. Je pense que déjà il faut vraiment avoir dans l'idée que la crise c'est aussi une super opportunité pour beaucoup d'entrepreneurs parce que y a des tas de personnes qui ont des entreprises et qui sont autour de nous qui dépriment, qui disent oh, c'est la crise, ça va pas, il y a des clients qui s'en vont, etc. Et parfois à raison parce que leur entreprise périclite, etc. Mais ils perdent un petit peu cet état d'esprit qui... je pense que du coup, ils perdent un petit peu des opportunités autour d'eux. Ils regardent moins les choses de manière positive, etc. Et ça laisse de la place pour ceux qui ont cette vision un peu plus positive et qui se disent je peux avoir des opportunités parce que c'est la crise justement. Et voilà. Et qu'elle va écrémer, qu'elle va justement... Une crise, c'est toujours laisser de l'espace. Moins de concurrents. Voilà. Il y a peut-être moins de clients, mais il y a aussi moins de concurrents. Et il y a des tas de choses dont les gens ont besoin quand même. Puis je veux dire, il faut quand même relativiser. Ok, c'est la crise, mais on vit dans une richesse qui n'a jamais existé avant sur la planète Terre. On est dans une opulence aujourd'hui incroyable. Il faut se rendre compte de tout ce qui nous environne en termes de confort matériel, de technologie, de santé, etc. Je veux dire, nos arrière-grands-parents auraient rêvé d'avoir ça. Et on l'a aujourd'hui, et pour nous c'est juste la vie normale. Donc en écoutant les médias, tout le temps on a l'impression que c'est pire qu'avant, mais c'est absolument pas vrai. On vit dans un monde qui est largement mieux qu'avant sur beaucoup d'aspects. Et ça je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Une crise c'est juste une toute petite dent de scie dans une courbe qui est au final tout à fait positive en termes de progression. Voilà, il suffit de voir l'espérance de vie et plein d'autres choses. Alors après, on dit aussi qu'il y a une augmentation des dépressions et ce genre de choses, mais je pense que ça tient aussi à l'état d'esprit et qu'il faut savoir voir les choses de manière un peu plus positive. Tu penses que le sentiment de la crise, si je peux me permettre de parler ainsi, est plus fort que la crise elle-même? C'est difficile à dire, mais je pense que le sentiment de la crise, malheureusement, contribue à alimenter la crise. Et que c'est un petit peu quelque chose qui s'auto-entretient d'une certaine manière, et que je me rappelle quand les médias ont commencé à parler de la crise, c'était en 2008, je pense, quelque chose comme ça. Et, la crise de subprime. Voilà, moi, je voyais des tas de gens autour de moi qui commençaient à déprimer, qui disaient ah non, on va encore rentrer en récession et tout ça. Et je leur demandais, mais elle touche comment concrètement la crise exactement? Et là, elle me regardait les gens et me disait non, je sais pas. Alors pourquoi tu t'en fais? C'est pas grave pour l'instant, tu as toujours ton job, ton salaire n'a pas baissé. Voilà, en plus en 2008, ce qui s'est passé, l'essence a quand même beaucoup baissé à un moment. Suite à ça, je dis voilà, enfin, ton pouvoir d'achat n'a pas été touché, pour l'instant tu as toujours ton job. Continue à vivre comme avant. Certains de mes clients me disent quand même que leurs propres clients ont changé de comportement. Ils comparent plus, ils négocient beaucoup plus, ils retardent leurs décisions. Oui, alors au-delà de ça, donc ça c'est tout au début. Après, bien sûr, il y a une véritable crise, donc il y a des entreprises qui ont moins de clients, des clients qui achètent moins, et c'est aussi en partie lié à cet état d'esprit, puisque les consommateurs changent un petit peu leur comportement, alors que parfois c'est pas justifié. Mais bon, peu importe, ils le font de toute façon. Alors comment faire? Effectivement. Alors c'est difficile de donner un conseil qui puisse s'appliquer à tous les cas, parce qu'il y a tellement de cas possibles. Je vais essayer de donner une stratégie générale. Bon, déjà, je pense que s'il y a bien quelque chose qui est en pleine croissance malgré la crise, c'est Internet. Ça, c'est clair. Internet n'est absolument pas touché par la crise. Il y a de plus en plus de personnes qui sortent sur Internet, il y a de plus en plus d'entreprises qui vendent sur Internet, il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Internet. Donc c'est heureusement qu'on a Internet d'ailleurs, parce que c'est... Ce qui veut dire que toi, tes chiffres sont en croissance, par exemple, malgré la récession? Absolument, moi la crise je ne connais pas, de toute façon ça ne rentre même pas dans mon équation en fait, je veux dire. Mais toi tu es aussi un pratiquant de la diète médiatique. Alors oui, moi je ne suis pas, voilà, c'est ça, je fais de la diète médiatique, je considère en fait que se gaver d'informations tous les jours, c'est la même chose que de manger n'importe quoi tous les jours sans faire attention, de manger 3 hamburgers par jour, des pizzas, etc. Et donc j'ai choisi de me couper d'une source d'information que j'estime anxiogène, peu utile,
qui peut donner une gratification immédiate de la même manière que manger un hamburger, ça peut être bon, mais au final c'est pas très bon pour nous. Alors un hamburger de temps en temps ça pose pas de problème, mais si on mange ça tous les jours, ça commence à poser problème. Et comparer les médias au hamburger, j'adore. Bah oui, c'est ça. Très fort comme métaphore. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça aussi diète médiatique. Bon, ce terme vient de Tim Ferriss, mais il y a cette notion aussi c'est un peu comme de la nourriture pour l'esprit. Et à la place, je choisis des livres de manière sélectionnée. J'ai quand même des sources d'informations sur des sujets qui m'intéressent, comme les sciences, les nouvelles technologies, etc. Donc je lis des sites d'informations ciblés que j'ai choisis de manière réfléchie. Et du coup, pour moi, c'est remplacer les hamburgers par des choses succulentes mais saines, comme des légumes, des poissons, ce genre de choses. Donc voilà, ça c'est une parenthèse sur la diète médiatique. C'est important aussi de voir ce qu'on donne comme nourriture à notre esprit. Et le problème, c'est que notre cerveau est câblé pour être davantage attentif à tout ce qui est négatif plutôt que positif. Et c'est normal, hein, c'est du point de vue de l'évolution, quand on vivait dans des tribus à l'époque préhistorique, il fallait qu'on fasse attention au danger, parce que ça mettait en danger notre survie même, la survie de la tribu. Aujourd'hui, plus vraiment, mais notre cerveau reste câblé pour ça. Parce que si les médias parlaient que de nouvelles positives, on s'endormirait en gros, hein, les gens, enfin, on serait beaucoup moins attentifs. Et donc il y a un petit peu cette surenchère dans les médias de toujours parler de catastrophes, d'événements voilà, qui font un petit peu, qui instillent la peur et ce genre de choses, parce que ça maintient les téléspectateurs scotchés devant leur écran, et c'est leur but évidemment. Et quel est concrètement l'intérêt de savoir qu'à 20 000, à 15 000 km de là, il s'est passé, j'en sais rien, une révolution, une crise économique, il y a des pauvres, etc. C'est une information qui va transiter par votre cerveau, qui va déclencher des émotions négatives chez vous, et que au bout de 2 semaines, vous aurez oublié. Alors, à quoi ça aura servi concrètement dans votre vie? Est-ce qu'en plus, ça aura amélioré le sort de ces pauvres gens à l'autre bout du monde qui vivent ces événements dramatiques? Je ne pense pas. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de laisser son esprit, déjà, donc, de ne pas polluer son esprit avec toutes ces choses négatives, de le nourrir de choses intéressantes, constructives, qui vont vous aider concrètement dans votre vie et qui vont vous aider à déjà vous aider vous-même, ce qui est important, parce que c'est bien de vouloir aider les autres à l'autre bout du monde, mais il faut d'abord vous aider vous-même, et ensuite d'aider de vraiment agir dans votre cercle d'action concret. Donc, pour moi, regarder les news tous les jours, c'est un petit peu comme du porno, c'est de la masturbation intellectuelle. Et ça peut faire du bien sur le coup, mais c'est pas ça qui va vous rendre heureux, épanoui sur le long terme. C'est un petit plaisir, ou un grand plaisir, mais à très court terme. Voilà, à court terme, et sur le long terme, c'est plutôt frustrant qu'autre chose. Hein. C'est la même chose que si on regardait du porno tout le temps, plutôt que d'aller rencontrer son futur conjoint. Je veux dire, voilà, entre les deux, alors. Voilà, un petit peu de temps en temps, pourquoi pas, mais ce qui est vraiment épanouissant, c'est pas ça. Hein. D'accord. Voilà. Et revenons alors à cette stratégie générale que tu nous proposes. Ok. Donc, bon, déjà, je pense que ça comme outil, la diète médiatique, c'est vraiment quelque chose d'important pour les entrepreneurs. J'avais écrit un article là-dessus, je propose simplement une expérience en fait. Vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole, d'accord? Vous pouvez juste... vous avez le droit d'être sceptique, et je vous demande d'ailleurs d'être sceptique s'il vous plaît, soyez sceptique, mais soyez sceptique de la bonne manière, c'est-à-dire en essayant, et non pas en vous disant, en vous disant non c'est pas vrai, et en rejetant ça d'un revers de main. Testez. Vous pouvez tester la diète médiatique pendant juste une semaine, c'est pas quelque chose qui va vous tuer. Vous arrêtez d'écouter les news à la radio, vous regardez plus les news à la télé, vous lisez plus les journaux, et vous voyez ce que ça donne. Et il y en a beaucoup qui vont avoir peur d'être coupés du monde, etc. Mais en fait, vous allez voir que les news principales, les gens vont en parler autour de vous. Et c'est ça qui est génial quand vous faites la diète médiatique. D'ailleurs. Exactement. Quand vous faites une diète médiatique, vous transformez toutes les gens qui sont autour de vous en assistants qui filtrent les news pour vous. C'est génial, tout le monde va bosser pour vous gratuitement. Formidable quand même. Et tout le reste, vous n'allez jamais entendre parler, et tant mieux, parce que sinon ça aurait transité par votre cerveau, vous aurez fini par l'oublier, donc ça aurait servi à rien. Donc testez une semaine. Si au bout d'une semaine vous voyez que vous n'êtes pas mort, ça peut arriver, on ne sait jamais. Et si vous voyez que vous n'êtes pas mort, peut-être continuer un mois. Et si vous voyez qu'au bout d'un mois vous n'êtes pas mort, peut-être que vous aurez envie de continuer. Moi ça fait déjà 4 ans que je crois que je fais ça, je suis toujours en forme. Donc voilà. Bon, ça c'est un bon outil pour les entrepreneurs. Ensuite, essayez d'utiliser Internet, si possible. Alors tout le monde peut peut-être pas le faire, et encore. Je pense que même une boulangerie de quartier pourrait utiliser Internet à son avantage. Oui. Il faut être un petit peu audacieux, un petit peu expérimentateur, un petit peu savant fou pour essayer d'expérimenter du nouveau marketing, une nouvelle manière de toucher les clients et de se faire connaître auprès de prospects. Je pense qu'Internet c'est un excellent outil pour ça,
qui permet de toucher potentiellement des millions de personnes pour un coût tout à fait ridicule. Hein, Internet, moi j'aime bien comparer ça avec le disque et la radio. C'est comme le disque et la radio pour les entrepreneurs. Alors pourquoi je dis ça? Il faut voir, il y a un siècle, on va dire en 1910, peut-être qu'il y avait déjà des disques à l'époque, mais bon, en tout cas c'était pas très répandu, mais on va dire, bon, en tout cas à la fin du 19e siècle. Quand on était un chanteur, si on voulait se faire connaître, il n'y avait pas 3000 solutions, il fallait chanter devant plein de personnes, et puis recommencer, et puis recommencer, et puis recommencer, et puis recommencer. Et voilà, on ne pouvait pas chanter devant plus de X milliers de personnes, ça dépendait de la taille de la salle, de son acoustique, etc. En plus, il n'y avait pas de système de sonorisation comme aujourd'hui, donc ça dépendait vraiment de la structure de la salle. Donc on était limité dans la portée qu'on avait quand on était chanteur ou artiste, et dans le nombre de personnes qu'on pouvait toucher. Et puis ça coûtait cher, il fallait organiser l'événement, etc. Il fallait s'entourer de personnes. Et puis un jour, l'enregistrement sonore est arrivé et la radio est arrivée. Et là, d'un seul coup, du jour au lendemain, on pouvait passer exactement le même temps qu'avant à chanter une chanson, mais cette fois-ci, elle pouvait être écoutée pendant des décennies, toucher des millions de personnes pour exactement la même quantité de travail initial. Et ça a été un effet de levier formidable pour les artistes, qui a permis l'avènement des superstars internationales qu'on connaît aujourd'hui. Vous ne pouvez pas imaginer d'Edith Piaf ou de Michael Jackson ou autres il y a 150 ans, c'est pas possible, parce qu'il pouvait y avoir des gens qui étaient connus dans plusieurs pays, ils ne pouvaient pas toucher autant de gens, parce que les moyens techniques ne permettaient pas à tout le monde d'écouter la musique, il fallait qu'elle soit écoutée en direct. Et c'est exactement la même chose Internet pour les entrepreneurs. Aujourd'hui, n'importe qui peut tourner une vidéo sur YouTube avec un petit appareil à 150 €, la mettre sur YouTube et toucher potentiellement des millions de personnes. Alors ça ne veut pas dire que c'est facile de le faire, mais c'est possible en tout cas.